Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de mars 2022. Donc, c'est un mois comme les autres, donc j'ai pas grand chose à vous dire en préambule. Si ce n'est vous montrer ceci, donc j'oublie, parce que j'ai pas de manga qui est lié, mais j'ai réussi quand même à mettre la main sur ces petits badges magnétiques Pokémon La Grande Aventure. Parce que dans les Auchan ils s'en fichent, vous voyez. Il te l'offre en fait pour l'achat de 2 livres, quel qu'il soit. Donc là j'ai acheté des mangas parce que c'est ce que j'achète souvent, mais j'aurais vraiment pu m'acheter genre des nouvelles du 19e siècle, j'aurais quand même pu avoir les badges Pokémon. Donc c'est un peu cool qu'ils en aient rien à faire au champ dans un sens. Donc voilà, je pense que je vais pas les déballer parce que j'ai nulle part où les mettre, donc autant les garder un peu en mode collector pour l'instant. Mais voilà, c'est quand même cool de les avoir. Allez, on enchaîne avec le premier manga. Donc on commence avec les tomes 3 et 4 de Koshu Zero par les éditions Doki Doki pour la publication, par Light Tsuchi pour l'œuvre originale, par Koyuki pour le dessin et le character design par Saori Toyota. Donc Koshu Zero, j'avais vu l'animé quand il était sorti, ça je vous l'avais déjà dit quand on avait commencé à en parler. Et bah j'ai pas grand chose à dire en fait, dans le sens où c'est juste très bien quoi, c'est juste ça suit le même scénario que dans l'animé, l'animé qui a une fin quoi, donc voilà, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, je me contente de revivre ce que j'ai vu dans l'animé et c'est très agréable, le manga est très bien fait, pas de gros griefs contre cette version manga par rapport à l'animé. Donc voilà, je profite tout simplement de cette petite série que je vous conseille fortement. En plus le rythme de publication est assez lent, ce qui fait que si vous voulez vous y mettre, là il n'y a que 4 tomes, ça va pas vous stresser outre mesure de vous dire ah le tome est sorti, ça me fait une série en plus à penser. Bon ça va, ça c'est une série qui t'as même pas trop besoin d'y penser, même en étant super lent. Vous voyez j'ai 2 tomes à la fois parce que je les ai achetés en même temps, donc même en étant super lent j'ai eu que 2 tomes de retard quoi, je suis même pas arrivé à 3. Donc série très sympa et pas prise de tête, je vous invite vraiment à tenter le coup si ça a l'air de vous intéresser de ce que vous en voyez là. Alors, on va enchaîner avec une série que j'attendais pas mal, donc Kyururu Kill Me par Yasuhiro Kano aux éditions Kurokawa. En fait, le truc de Kyururu Kill Me, c'est que moi, Yasuhiro Kano, donc l'auteur du manga, c'est un de mes, si ce n'est mon auteur de manga préféré. Au sens auteur vraiment, parce que c'est vrai qu'on pourrait... par exemple, mes 2 mangas préférés ex aequo, ça fait longtemps que c'est établi pour moi que c'est One Piece et Fairy Tail par exemple. Donc pourquoi je dis qu'Yasuhiro Kano est potentiellement mon auteur préféré, et pas Hiro Mashima ou Eiichiro Oda, parce que, en fait, il y a vraiment un côté auteur pour Yasuhiro Kano, que par exemple on n'a pas pour Eiichiro Oda, parce que Eiichiro Oda il a fait qu'une seule œuvre, bon il a fait Wanted aussi où il y a quelques histoires courtes, mais vous voyez, il n'y a pas ce côté, ça se trouve en fait, j'aime pas les mangas de Eiichiro Oda, même si ça sonne bizarre à dire, mais j'aime One Piece, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas impossible que si chez Eiichiro Oda il fait un nouveau manga après One Piece, ce qui m'étonnerait franchement, bah c'est pas impossible que je me rende compte que ah non en fait je suis pas particulièrement fan de son style, c'est juste One Piece qui était génial, mais en fait c'est coup de chance ou pas coup de chance quoi. Ça on le saura jamais à mon avis pour Eiichiro Oda. Et vous vous dites peut-être que du coup, est-ce que c'est ça pour Hiro Mashima, parce que Hiro Mashima il a quand même beaucoup plus d'œuvres de sorties différentes. Non, pour Hiro Mashima c'est pas qu'il y a des œuvres que j'aime pas ou que j'aime moins, ou voilà, c'est juste que on va dire que le Fairy Tail éclipse un peu ce côté auteur, vous voyez. C'est un peu... Fairy Tail est tellement... C'est tellement un de mes mangas préférés, si vous voulez, que je vois un peu tout à travers ce prisme, toutes ces autres œuvres à travers ce prisme-là, vous voyez. Du coup, j'ai pas trop le... Même si c'est un auteur qui a fait plusieurs séries que j'aime beaucoup, j'ai pas ce rapport... Je pense pas à Hiro Mashima comme les autres auteurs, en fait. C'est un peu à cause de ça. Il y a vraiment ce rapport bizarre avec Fairy Tail qui fait que... ce sera toujours l'auteur de Fairy Tail avant tout pour moi, et des autres œuvres que j'adore, mais de Fairy Tail en fait. Donc du coup j'ai un peu de mal à le dissocier, vous voyez, j'ai du mal à le dissocier de cette œuvre spécifique, ce qui fait que j'ai pas ce rapport auteur avec lui, vous voyez, j'ai pas ce rapport, ah c'est un auteur que j'adore, alors que dans les faits c'est un auteur que j'adore, mais c'est un peu complexe à expliquer. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a aussi Yasuhiro Kano,
c'est pour le coup un auteur que j'adore parce que ces mangas n'ont aucun rapport direct entre eux. Mais tous ceux que j'ai lus m'ont parlé un degré ou un autre. Celui qui m'a le plus parlé c'est MX0. MX0 je vous le conseille vraiment, c'est de l'or en barre je trouve. Pour moi c'est une des pépites. Si vous cherchez un manga méconnu qui a pas d'animé et tout mais qui est bien, lisez MX0. Par contre, ouais, il y a MX0, il y a Pretty Face, même si j'ai lu que la moitié, il y a Kiss X Death, il y a Kill Lulu Kill Me du coup maintenant, et d'autres œuvres que j'ai pas lues mais qui m'ont l'air intéressantes aussi sur le synopsis. Et du coup, j'ai vraiment ce rapport à Yasui no Kano. Yasui no Kano c'est un peu ma pépite personnelle, vous voyez, c'est à chaque fois qu'il sort un manga, je l'achète et je passe un bon moment. En fait, il a pas peur de faire des trucs et il a pas peur de faire des concepts un peu foufou parfois et qui me parlent en fait souvent. Donc vraiment, Yasui no Kano c'est mon gros conseil, c'est l'auteur de manga méconnu que vous devriez essayer d'après moi. Donc vraiment, j'étais très content de voir ça et d'ailleurs j'étais même assez surpris parce que je sais pas si vous savez, mais genre sur Twitter, moi j'ai fait une sorte de thread, enfin une liste quoi, où je fais tous les mangas que j'aimerais voir paraître en France. Généralement c'est des trucs que j'ai vus en animé ou etc. Mais il y a aussi quelques trucs où je le mets parce que je connais l'auteur et je sais que j'aime bien tel œuvre de l'auteur et tout ça quoi. Et du coup, j'avais mis Kill Lulu Kill Me dans la liste en me rendant compte que ça existait en fouillant dans les fiches manga tout ça. Et je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi vite en fait. C'est vraiment genre un des trucs que je l'ai mis dans la liste, genre si vous voulez 2 mois plus tard quoi, ils l'ont annoncé. J'étais ultra surpris parce qu'il y a des tas de trucs dans cette liste que j'envisageais peut-être d'avoir avant quoi. Et du coup je suis vraiment content qu'il l'ait sorti. En plus le concept est un peu, Yasui no Kano est un peu fidèle à lui-même dessus, c'est-à-dire que c'est grosso modo les concepts de Yasui no Kano, c'est souvent un élément fantastique avec de la romance. Et un côté bien foufou, bien dingos qui vient derrière. Et donc là c'est exactement ça. Donc vu que c'est un tome 1 et 2, je vais vous faire le petit synopsis. Là je vous ai fait tout mon discours sur Yasui no Kano. Je vais vous faire le petit synopsis pour que vous sachiez si ça peut vous plaire. Je vous invite grandement à tester, hein, mais voyons voir si l'intrigue vous intrigue justement. Donc c'est l'histoire Kill Lulu Kill Me d'un milliardaire, d'un type qui travaille dans l'industrie pharmaceutique et qui est vraiment très très riche quoi, qui va un jour par hasard croiser une fille et tomber amoureux de la fille. Il va faire des recherches sur la dite fille, donc c'est la fille de la couverture, hein, c'est Kill Lulu. Et il va découvrir que c'est une tueuse à gages. Du coup, comme il sait pas trop comment l'aborder vu qu'il a jamais été amoureux de personne, et ben ce qu'il fait c'est qu'il l'engage anonymement pour s'assassiner lui-même. Du coup, Kill Lulu elle va essayer d'assassiner le protagoniste. Et le protagoniste, vu qu'il est un peu dingue, il va prendre ça pour des rendez-vous, des trucs comme ça, tout en essayant de ne pas mourir, parce que dans l'idéal, il veut pas mourir quand même. Donc voilà, c'est ça en gros, c'est une romance, mais où le gars a engagé la fille pour s'assassiner lui-même, quoi. C'est très, vous voyez, rien qu'au concept, vous comprenez tout ce que je viens de vous dire. Le côté un petit peu fantastique, dingue, un peu foufou. C'est bien sûr la fille le gars qui engage une fille pour s'assassiner lui-même quoi, etc. Et t'as le côté romance derrière. Et voilà, c'est une comédie et tout. Et c'est vraiment très très cool. C'est pas mon œuvre de préférée d'Yasui no Kano parce que forcément il y a toujours un MX0 quoi. Mais c'est bien parti. Juste peut-être, je me suis pas renseigné sur combien il y avait de tomes pour l'instant au Japon. Peut-être un peu inquiet sur la durée parce qu'au tome 2 je trouve qu'il y a des développements qui pourrait amener à la fin. En fait là si au tome 3, si on me disait que le tome 3 c'est la fin, je pourrais le croire franchement vu ce qui se passe dans le tome 2. Alors il se passe rien de dingue mais si vous voulez l'enchaînement des événements fait que j'ai l'impression que la supercherie risque de tomber d'un tome à l'autre. Donc bon, un petit peu inquiet sur le nombre de tomes, mais bon dans le pire des cas ce serait une petite série sympathique et dans le meilleur des cas ce serait une grande série sympathique. Donc voilà, je vous le conseille vivement Kill Lulu Kill Me et tout Yasui no Kano de manière générale je vous le conseille. Ah bah justement, on parlait de Fairy Tail, ça tombe bien. Donc Fairy Tail Underwater Quest tome 10 par Atsuo Ueda pour le dessin et Hiro Mashima pour le scénario et l'œuvre originale et le storyboard. Et donc c'est publié chez Pika Édition. Donc Fairy Tail Underwater Quest, qu'est-ce que j'ai envie d'en dire? Bah que c'est une suite très très bien, très très correcte. Hein, encore une fois, j'ai jamais de gros problèmes avec Fairy Tail Underwater Quest.
C'est vraiment, ça joue vraiment au détail en fait, les problèmes de Fairy Tail Underwater Quest. Mais le truc, c'est qu'au cumul, tous ces détails peuvent faire que c'est pas côte à côte avec l'original, quoi. C'est une série qui est méritante sur pas mal d'idées, je trouve. Elle se repose pas trop sur ses lauriers et elle introduit... En fait, il y a pile le bon équilibre. Ça fait pas fanfiction, en fait. Ça fait vraiment vraie suite. Qui à la fois est dans la continuité de l'ancien et à la fois apporte des nouvelles choses régulièrement. Donc j'ai rien à redire de ce côté-là. Et c'est vraiment un plaisir, quoi, de pouvoir continuer les aventures de notre guilde préférée, quoi, sans craindre que ça soit un peu ennuyeux ou que ça ait eu plus trop d'intérêt. En plus de ça, visiblement, ça a l'air parti pour longtemps, en fait, parce que dans la jaquette, là, dans le rabat de la jaquette, Hiro Mashima dit en gros que c'était censé durer justement une dizaine de tomes, donc il le dit là, c'est marrant, j'aurais pensé qu'on aurait fini à ce moment-là. Mais que visiblement on est quand même parti pour un petit voyage, quoi. Du coup, le nombre de tomes est assez nébuleux, parce que si l'histoire de base était prévue pour une dizaine de tomes, on pourrait se dire que ouais, bah peut-être que ce sera 15, un truc comme ça. Mais dans le même temps, est-ce que justement il n'y a pas eu tellement de nouvelles idées, tellement de trucs sympas à rajouter que il a genre rajouté un arc ou un truc comme ça? Je me demande vraiment. Donc surtout qu'en plus il y a aussi Atsuo Ueda derrière. Donc même s'il fait que le dessin, je suppose que il y a quand même un... Autant Hiro Mashima, on pourrait se dire que bon, lui il fait Denzero, il fait il supervise des jeux vidéo, des films, des séries animées, des trucs. On pourrait se dire que bon, lui, s'il veut mettre Fairy Tail Underwater Quest sous la table dans 2 tomes, ça le gênerait pas trop. Autant je me dis que vu qu'il y a un auteur quand même derrière, enfin un dessinateur pour le coup derrière qui est là et qui fait le travail, quoi, peut-être que Hiro Mashima serait plus prompt à continuer le plus longtemps possible. Vous voyez, un peu par solidarité entre auteurs, quoi. Juste pour dire qu'il n'y a pas que lui dans le délire et que du coup il va pas bâcler la fin ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs en fait un sujet que je voulais aborder vis-à-vis de Fairy Tail Underwater Quest, c'est l'animé. Parce que l'animé donc a été annoncé il y a quelques temps, je sais plus exactement quand, mais c'était il y a peut-être un mois ou deux. Et justement quand ils ont annoncé cet animé, j'ai eu un petit une petite impression de ah bonne, sympa, mais ça va causer des problèmes. Pourquoi? Parce que moi, un truc que je répète systématiquement vis-à-vis de Fairy Tail Underwater Quest, c'est que une des forces du manga, disons, qui n'est même pas une vraie force, c'est plutôt une contre-faiblesse, c'est que c'est justement une suite. C'est-à-dire que du coup, toutes les légères incohérences, les légères facilités scénaristiques que tu n'aurais pas eu dans Fairy Tail standard, mais que tu as là-dedans, tu dissocies, comme tu les dissocies, du coup ça entache pas trop Fairy Tail. Vous voyez, si au lieu de Fairy Tail Underwater Quest tome 10, ça avait été Fairy Tail tome 73, là il y a des trucs que j'aurais peut-être laissé moins passer. Mais vu que c'est une suite, et que je sais que Hiro Mashima du coup est légèrement moins investi dedans, ce qui est logique hein, vu qu'il fait d'autres séries à côté et tout, et ben cette distanciation avec l'œuvre d'origine fait que ah bah ça va, bon c'est bon, 2-3 petites incohérences, ça passe mieux, tu te dis au moins l'œuvre d'origine est un diamant brut, tu vois, on n'a pas fait des fissures dedans, les fissures on les a fait sur le diamant d'à côté. Bon j'exagère un peu sur mes métaphores, mais vous avez compris le délire quoi. Et le truc c'est que pour l'animé par contre ça va sans doute être beaucoup moins flagrant, parce que certes tu auras Underwater Quest dans le titre, mais dans les animés on est un peu plus habitué, si vous voulez, à avoir une suite directe et indéniable et liée à ce qu'il y avait avant, qui a un autre titre. Vous voyez, c'est pas rare que la saison 2 d'un animé ait un petit sous-titre, genre Dr. Stonewar, ou je sais pas, les séries Code Geass, je crois que à chaque saison, elle change de nom, quoi, la série. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai peut-être dit une bêtise pour Code Geass, mais vous avez l'idée, quoi. C'est-à-dire que là, on va être sur un cas où il y a Naruto Shippuden aussi, qui est un bon exemple. Voilà, on va être sur un cas où les gens vont peut-être pas comprendre en regardant l'animé et vont voir les 2-3 incohérences que moi j'ai déjà relevées plusieurs fois dans ces vidéos lecture du mois. Et vont peut-être se dire, ah, bah, la suite de Fairy Tail, Fairy Tail ça continue et ça devient nul.
Enfin nul entre guillemets, hein. Faut quand même être sacrément mauvaise langue pour dire que c'est nul Fairy Tail Underquest, mais bon. Enfin après chacun ses goûts je suppose, mais bon, l'affirmer de but en blanc comme ça, bon. Ouais, tout ça pour dire que peut-être qu'ils vont moins avoir le recul sur le fait que les deux séries sont dissociées. Et que du coup, tous les petits détails que je vous ai relevés, ou que même des fois je vous ai pas relevés pour pas spoiler à certains moments, mais que j'ai mentionné, où je me suis dit, ah mais ça fait moyen sens, ça, mais ça on nous l'avait pas dit avant, machin, qui à chaque fois était une poussière dans chaque tome, vous voyez, mais qui perso m'avait marqué déjà un petit peu. Je me dis que les gens qui vont voir ça en animé, avec tout un épisode, genre au lieu d'être un détail dans une case, ce sera vraiment genre 15 minutes d'épisode de l'épisode qui vont se centrer sur ce détail ou ce genre de truc. Je me dis, ils vont peut-être moins dissocier le truc et du coup l'expérience Fairy Tail globale sera peut-être un peu entachée par ces détails gênants, à part s'ils les corrigent. C'est pas exclu qu'ils les corrigent. Parce que par exemple, le détail que j'ai en tête le plus marquant, c'est le fait que Gemini permette à notre équipe de se transformer en poisson à un moment. Alors qu'il n'a jamais, à ma connaissance, été établi que Gemini pouvait transformer d'autres êtres vivants en quoi que ce soit. Et du coup, ça par exemple, ce serait pas trop dur à corriger. Je veux dire, le simple fait, on va dire en début de série, genre tout début de Fairy Tail Underquest, la série animée, il aurait suffi de mettre un petit moment où Lucie elle s'entraîne, vous voyez, un moment calme, genre avant qu'ils partent à la bagarre quoi. Lucie elle s'entraîne, voilà, et puis Gemini fais un truc, oh, quoi, tu as transformé quelqu'un en échalote? Bien joué Gemini, tu as débloqué un nouveau pouvoir. Puis après, plus tard dans l'histoire, quand ça devient utile, ça aurait été introduit comme ça. Donc voilà, il y a peut-être des délires à faire pour corriger 2-3 détails. Pareil, il y a Éclair dans une case à un moment, sans rentrer dans les détails, il voit les persos qui sont morts, et puis dans les persos qui sont morts, Natsu il voit Éclair. D'où c'est canon le film. Mais du coup, si c'est après dans l'univers de la série animée, pareil, vous voyez la canonicité de Éclair passerait beaucoup mieux vu qu'il y a déjà eu 30 fillers dans l'animé, donc bon, il y a bien un endroit où caser le film. Enfin voilà, tout ça, je me posais la question vis-à-vis de l'animé, comment les gens allaient interpréter ça et comment les gens allaient l'appréhender, parce que j'ai vraiment peur que tous ces petits détails que moi j'ai remarqués, les gens qui auraient moins de recul éventuellement sur la dissociation Fairy Tail Underquest, prennent ça pour des vrais gros problèmes de continuité. Qui sont un petit peu dans l'absolu, mais bon, ça reste des trucs explicables avec un tout petit peu de bonne volonté en plus, quoi. Vous voyez, par exemple pour le truc de Gemini, en vrai, on nous l'a jamais dit, mais on nous a pas dit qu'il pouvait pas le faire. Mais bon, voilà, c'est ce genre de truc. J'aime pas quand des pouvoirs sortent de nulle part ou ce genre de truc. Mais bon, voilà. Je vais peut-être tergiverser là-dessus parce que on a encore pas mal de mangas et en plus c'est là on parle de l'animé, donc bon. En tout cas. Quand même cool que ça ait un animé parce que ça reste une suite digne de ce nom. Ouh là là, ensuite on enchaîne sur du très lourd. Fairy Tail, la grande aventure de Happy, tomes 7 et 8 aux éditions Nobinobi, par Kenshiro Sakamoto, d'après l'œuvre de Hiro Mashima. Alors, Fairy Tail, la grande aventure de Happy, je pense que certains ne me croient pas. Franchement, ça paraît trop gros en fait. Quand, je vous ai déjà dit plusieurs fois, il me semble, que Fairy Tail, la grande aventure de Happy, c'était un excellent spin-off. Mais j'imagine, en fait, bon c'est peut-être un peu bête de ma part, mais j'imagine que quand je dis ça, les gens qui ont pu m'entendre dire ça n'ont pas pris la pleine mesure d'à quel point, en fait, c'était vrai ce que je dis. Enfin vrai, ça reste ma perception, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est vraiment le spin-off à la base, genre, si je vous fais le synopsis de Fairy Tail, la grande aventure de Happy, c'est Happy, dans le monde des animaux mignons, qui doit faire des bonnes actions pour remplir un cœur magique. C'est littéralement ça le synopsis de base. Donc quand je vous dis que c'est un très très bon spin-off, avec une prémisse comme ça, à mon avis, il y a plus de chances que vous pensiez que j'aime bien les trucs mignons comme ça, enfantins,
plutôt que de vous dire que c'est vraiment un truc qui part en cacahuète et qui devient super bien à force. Mais là, vous le voyez peut-être un peu à ces couvertures qui sont déjà un peu plus... qui ont, on va dire, un peu plus d'émotion que peut-être les toutes premières couvertures. Parce que les toutes premières couvertures, c'est vraiment genre Happy qui est mignon, quoi. Parce que là, vous voyez, il y a des pleurs, il y a de la mise en scène un peu, des mines graves, il y a... Voilà, c'est la fin, vous voyez, il y a tout le monde qui est heureux. Vous comprenez peut-être un peu, là, en voyant ces couvertures, à quel point ça part dans un délire, en fait, et c'est tellement bien. Genre, vraiment, legit, c'est mon spin-off préféré, en soyant clair sur le fait que la préquelle et la suite, donc Fairy Tail 0 et Fairy Tail Undead Quest, je compte pas ça comme des spin-offs, hein, mais c'est mon spin-off préféré en lui-même. C'est-à-dire que, vraiment, je suis soufflé, quoi. Comment on peut passer d'une idée aussi inoffensive, quoi, genre de... C'est littéralement Happy au royaume des animaux mignons qui a rempli un cœur magique. En faisant des bonnes actions. Et on part de cette idée toute simple, toute... inoffensive, mais j'ai envie de dire... Vous voyez, c'est vraiment l'essence même de ce qu'est un spin-off, quoi, sur le papier. C'est vraiment genre... petit truc inutile qui fait de mal à personne, mais qui peut être sympa à lire si t'aimes bien Happy, quoi. À la base. Mais je vous assure qu'il y a un scénario qui part loin et qui part bien. Genre vraiment ça se développe, etc., etc. Alors après, si vous êtes très réfractaire à tout ce qui est mignon, tout ce qui est bon sentiment et tout, etc., vous allez peut-être passer un mauvais moment pour dans la première moitié du manga. Si c'est pas mon cas, donc moi j'ai apprécié tout du long. Mais franchement, si... en fait, c'est un peu énervant parce que là, je peux vraiment pas vous spoiler parce qu'il y a un délire. Il y a un délire que si je le mentionne, ça vous spoil en fait. Mais qui est une grosse partie de pourquoi c'est génial. Et mais je vais juste vous dire que tout est prévu depuis le début en plus. C'est-à-dire, c'est pas le gars, il s'est dit, oh, je vais faire un spin-off mignon, et puis après, au fil du temps, il s'est approprié le truc et il a fait un truc super cool avec. Non, c'est vraiment, le gars, il a fait un truc super cool dès le début, et nous, on le découvre qu'à la moitié du manga, voire un peu plus. Enfin voilà, j'ai pas... je me doute que c'est un peu nébuleux pour ceux qui l'ont pas lu, du coup, parce que je peux pas vous spoiler, je fais que vous dire que c'est bien, sans vous expliquer concrètement ce qui est super génial. Mais c'est vraiment un spin-off qui, pour moi, a su s'affranchir pratiquement de son titre de spin-off, en fait. C'est-à-dire que, franchement, tu connais pas Fairy Tail? T'as juste à savoir que Natsu c'est le meilleur ami de Happy, et tiens, prends-le, vas-y, lis-le, le spin-off, et t'as pas lu Fairy Tail, c'est pas grave. Tu vas aimer quand même, tu vas profiter quand même. Il n'y a pratiquement aucun lien direct avec Fairy Tail si ce n'est le personnage de Happy et les quelques souvenirs, les quelques flashbacks, les quelques moments ah, je me souviens de ce que mes amis m'ont appris, vous voyez, ce genre de truc. C'est vraiment un spin-off qui... je veux dire, limite, moi, si jamais Kenshiro Sakamoto voulait faire genre un spin-off du spin-off qui se passe sans aucun perso de Fairy Tail, je l'achète. Donc bon, vraiment... excellent, quoi, excellent, une surprise génialissime. Franchement, j'aurais acheté les 8 tomes même si ça avait juste été Happy au royaume des animaux mignons tout le long, hein. Et c'est ce que c'est tout le long dans un sens, mais il y a tellement d'ambition qui transpire de ce manga en fait, j'adore. Voilà, donc on peut enchaîner sur Eden Zero, tome 16, 17 et 18, par, on en parle depuis tout à l'heure de ce type-là, Hiro Mashima, aux éditions Pika. Et oui, si vous vous demandez, j'ai fait exprès la petite transition Fairy Tail Undead Quest, Fairy Tail Aventure de Happy, Fairy Tail Eden Zero. Parce que je mélange plus ou moins au hasard, mais des fois, je m'amuse quand même à ranger des trucs pour faire des transitions. Bon, voilà. Donc, Eden Zero, un manga vraiment... j'ai l'impression de faire que des éloges. Vous allez me dire, je fais que des éloges depuis le début de cette série de vidéos, hein. Donc bon, comme d'hab, on va dire, je vais faire encore des éloges, mais elles sont sincères, hein, toutes mes éloges. Je vous dis pas, oh c'est bien, pour dire ouais c'était moyen, mais peut-être que tu as aimé, quoi. Si c'est moyen, peut-être que tu as aimé, je vous le dis. Quand je vous dis que c'est bien,
c'est que je le pense sincèrement. Après bon, on est tous différents, hein, ça se trouve tous les trucs que j'aime bien vous aimez pas, donc bon. Mais Eden Zero, c'est vraiment un manga qui est clairement à la hauteur, hein. Il est vraiment pas dans l'ombre de Fairy Tail. En fait, il y a certaines, je dirais même qu'il y a certaines ambitions, certains choix assez radicaux que fait Hiromashima qui sont bien un peu la preuve, on va dire, que ce manga vient même après Fairy Tail, dans le sens où Hiromashima déjà c'est quelqu'un qui avait jamais eu trop peur de faire des gros choix. Je veux dire, même dans Fairy Tail il y en a quelques-uns, dans Rave, sans spoiler, il y en a un gros si je me fie à ce que j'ai entendu dire. Donc des choix audacieux, il en a toujours fait Hiromashima, mais là tu sens que c'est bon. Il a fait Fairy Tail, il a eu son méga succès, c'est bon. Vas-y, Eden Zero, on reste sur du gros succès, mais si demain il a envie de tuer tout le monde, il tue tout le monde. C'est comme ça que ça se passe, d'accord? Bon, après faut qu'il ait envie, hein, mais... et du coup il fait des choix assez audacieux, et il n'hésite pas à mettre ses personnes dans des situations très difficiles, de manière très soudaine, et tu t'y attendrais pas forcément tout le temps dans ce genre de série, quoi. Mais voilà, c'est un peu la force de Eden Zero, je pense que c'est en partie parce qu'elle s'est passée après Fairy Tail, et que Fairy Tail, voilà, comme j'ai dit, c'est bon, quoi. Il a eu son gros succès consensuel. Maintenant, il va faire un gros succès, mais si d'un coup il veut tenter un truc, eh ben il le tente. Et ça, j'adore, ça c'est cool, c'est super. Ça rajoute un petit élément de surprise supplémentaire, une histoire qui était déjà captivante. Vraiment génial. Franchement, moi, Eden Zero, le seul truc qui me gêne un tout petit peu, et c'est même pas à cause du manga en lui-même, c'est que je vous avoue que je pense que je n'apprécie pas autant Eden Zero que j'aurais pu, voire même que j'aurais dû. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que je suis un peu déconnecté de ce manga. Un tout petit peu, hein, attention. Je dis pas que je suis déconnecté d'Eden Zero, j'adore, mais par rapport à ce que ça aurait pu être, j'ai l'impression d'être un petit peu déconnecté de ce manga. Parce que j'ai un peu le syndrome du vieux grincheux. Mais qui n'est pas grincheux sur ce coup-là. J'ai un peu le syndrome du vieux tout court, en fait. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher, quelque part au fond de moi, tout en appréciant sincèrement, et genre... sincèrement, quoi. C'est genre, je passe à un vrai bon moment, mais vrai, quoi. C'est... quand je lis Eden Zero. Mais après coup, vous voyez, je peux pas m'empêcher d'avoir cette espèce de petit sentiment quand même au fond de moi que c'est pas l'œuvre de ma génération, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le Fairy Tail des générations actuelles, vous voyez. J'ai un peu ce sentiment là que j'ai déjà eu mon heure avec Fairy Tail, et que maintenant je peux pas m'investir autant dans Eden Zero que je l'aurais fait en temps normal. Bien qu'on soit techniquement dans des temps normaux là, mais c'est assez complexe à exprimer. J'espère que c'est pas trop confus, parce que j'essaie vraiment d'exprimer un ressenti assez bizarre, qui est pas si présent que ça, hein, mais qui fait sentir son ombre un peu sur toute mon expérience. Et ouais, un peu ce sentiment de c'est pas mon temps est passé, quoi, pour être vraiment super à fond dans des œuvres aussi cool, et que là c'est un peu l'œuvre de la nouvelle génération. C'est un peu je parle comme un vieux alors que ça fait que 10 ans que je lis des mangas, hein. Je sais qu'il y a des gars là des barbus, bon, tu peux être barbu à n'importe quel âge, mais je sais qu'il y a des barbus de 30-40 ans là qui sont en train de m'écouter, qui font mais qu'est-ce qu'il dit le petit jeune là? Comment ça, j'ai pas ta génération? Ben moi j'ai 4 générations de retard, ou comment ça se passe? Ben voilà, c'est le... Je peux pas... voilà, je sais que bon voilà, mais c'est un sentiment assez bizarre en fait. Et d'ailleurs ça fait quelques années, genre 1 ou 2 ans on va dire, que ce type de sentiment, on va dire, se fait de plus en plus présent. Et après réflexion, je me demande même si c'est pas un peu ce qui se passe aussi avec Fire Force. Alors, on n'est pas sur le même cas, hein. Eden Zero, j'ai aucune difficulté à aller acheter ou lire les tomes directement, hein, le plus vite possible. Mais Fire Force, j'ai un peu un cas similaire, j'ai l'impression. Je me demande si c'est pas la même origine, en partie en tout cas. S'il n'y a pas aussi un petit délire de moi j'ai eu mon Soul Eater à mon époque, quoi, et puis
Et puis aujourd'hui, bah, ils ont leur Fire Force. Je sais l'apprécier, mais j'ai du mal à rentrer dedans, à m'approprier. Voilà, c'est ça. J'ai du mal à m'approprier l'œuvre. J'ai l'impression qu'elle est pas faite pour moi. J'ai l'impression qu'elle est génialissime, mais la place est déjà prise, quoi. C'est un peu bizarre. Donc voilà, bon, je vais arrêter de tergiverser là-dessus parce que ça se trouve, je suis ultra nébuleux depuis le début. Nébuleux, c'est le mot de. J'ai l'impression que c'est le mot de la vidéo. J'aime bien. Souvent, je fais des redondances dans les vidéos. Visiblement, ça sera nébuleux la redondance cette fois-ci. Mais bah, si ça se trouve, je suis assez confus depuis le début, donc je vais arrêter de tergiverser sur mon ressenti comme ça, qui est très personnel en plus. Hein, je veux dire. Si vous êtes venu là pour savoir, alors c'est bien Eden Zero. Et là je vous fais un débat philosophique sur l'appropriation des œuvres et sur les générations et sur ce genre de délire. Donc bon, on va passer à la suite juste après. Mais avant, laissez-moi vous dire que Eden Zero c'est vraiment une œuvre qui vaut le coup d'œil. Et si vous avez aimé Fairy Tail, vous allez aimer Eden Zero, je pense. Et si vous n'avez pas aimé Fairy Tail, vous allez peut-être aimer aussi Eden Zero parce qu'il y a vraiment des choix très audacieux. Et voilà, c'en est fini de Fairy Tail et de Eden Zero et de Hiro Mashima. Ouais, mais maintenant du coup on attaque à NHK Niyokoso. Attendez, non, bienvenue dans les NHK, pardon, en français. Donc le scénario par Tatsuhiko Takimoto et le dessin par Kendi Diwa. Kendi Diwa. Oiwa, je pense. Ouais, Oiwa, pardon. Kendi Oiwa. Du coup, c'est le tome 1. Donc je vais vous... Ah oui, c'est parce que les mangas aussi. Hein. C'est le tome 1, donc je vais vous pitcher un peu le délire. Moi, j'avais entendu parler de l'animé il y a très longtemps. Bah, à peu près à l'époque où il était d'actualité, quoi, l'animé, si vous voulez. Mais j'ai jamais regardé, j'ai jamais lu le manga. Donc là, j'ai vu ça traîner d'occasion. Je me suis dit, est-ce que c'est pas l'occasion, justement ? Et d'ailleurs, en parlant d'occasion, malheureusement, il n'y a pas le prix dessus. J'allais vous dire que justement là... Ah si, attendez, 1,99. Vous voyez, ça, c'est des vrais prix d'occasion. Ça, c'est des vrais prix d'occasion. On va en reparler, on va en reparler. On en parlera à chaque vidéo s'il faut. Mais ça, c'est des vrais prix d'occasion. Prenez-en de la graine, les autres magasins d'occasion. À Pikachu, à une époque, j'ai trouvé trop cher. Maintenant, je crois que c'est les seuls qui font des prix encore corrects. Ah, quoique, j'y suis pas allé depuis longtemps. Dans un Pikachu, donc... Je vais peut-être garder ma bouche fermée pour l'instant parce que ça se trouve je vais y aller et je vais voir qu'ils sont encore plus chers que les autres. Donc, mais bon, en tout cas là, voilà, j'ai pu m'acheter un manga d'occasion à un prix correct. Donc voilà, ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire le synopsis, qu'est-ce que c'est le concept. Alors en gros, il y a un hikikomori qui essaye de plus être un hikikomori et qui va partir sur un délire vis-à-vis de la NHK, comme quoi c'est un complot et que c'est leurs animés qui créent les hikikomori et voilà. Et il y a cette fille qui va plus ou moins l'aider. Je vous avoue que j'étais assez décontenancé parce que je m'attendais pas à ce que ce soit un truc aussi sérieux et aussi dur dans un sens, parce que vraiment le protagoniste il part dans un délire à un moment. En fait j'ai compris à ce moment-là pourquoi il y avait un disclaimer au début du manga. Genre vraiment... Bah après c'est peut-être aussi à cause du... Voilà, il y a une préface. Et la préface, je crois que c'est l'éditeur qui l'a rajouté. Hein. C'est genre en mode... vous voyez, 2 pages. C'est 2 pages de... Eh les gars, ok, le protagoniste il est bizarre. Mais c'est fait exprès, donc voilà, du calmos. Ça va, ils sont vraiment comme ça, quoi, les l'éditeur, donc ça les mangas. Mais ouais, voilà, donc ça rajoute... voilà, en gros, l'ikikomori essaye de plus être un hikikomori. Et ça nous montre un peu des dérives que ça peut provoquer d'être un hikikomori. Et du coup voilà, c'était beaucoup plus dur que ce à quoi je m'attendais. Et c'est vraiment une histoire d'un gars qui veut plus être un hikikomori, quoi. C'est pas... on n'est pas sur accepte-toi tel que tu es ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre, le gars, tu dois changer, mec. Change. ne sois pas un hikikomori. Donc voilà, le message est un peu moyen dans un sens, je trouve, parce que justement ce côté en fait il y a des œuvres, quoi. Cette œuvre là, son but c'est clairement d'aider les gens qui sont bloqués en tant qu'hikikomori et qui sont du mal à eux-mêmes, on va dire. Mais
je peux pas m'empêcher de me dire en tant que... Bon, je suis pas un hikikomori hein, techniquement, mais en tant que personne qui reste pas mal chez soi et qui aime bien juste être tranquille chez soi et puis jouer à des jeux, lire des mangas, regarder des animés, ce genre de trucs. Typiquement ce que font les hikikomori, même si eux du coup bon ils restent tout le temps chez eux, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a... c'est une vision qui doit être biaisée quand même d'un côté des hikikomori. À mon avis, il y a juste des hikikomori qui sont legit plus tranquilles chez eux et qui s'amusent premier degré devant les jeux et tout. Surtout de nos jours. Après c'est un peu daté, c'est genre années 2000, ça doit être au début des années 2010 je crois, NHK Yokoso, peut-être même fin des années 2000. De nos jours il y a encore plus internet et tout, donc il y a même moyen de faire du lien social quand on est en hikikomori. Mais bon voilà, j'essaie pas de dire que les hikikomori c'est bien, hein, mais ce que je veux dire c'est que on nous montre vraiment une image très négative dans ce manga. Vraiment genre le perso principal, son problème c'est d'être un hikikomori, c'est ça le délire quoi. Donc je me dis que dans un sens ça peut peut-être faire aussi du mal. Je me dis un vrai hikikomori qui lirait ça, est-ce qu'il se sentirait pas un peu blessé qu'on le voit comme un lolicon, hein, pour tout dire. Bon voilà, des fois, je vous dis, le héros il perd vraiment, genre il baisse dans ton estime fois 1000 dans ce manga. Tu lis le tome, bon, tu te dis il peut partir dans un délire si on fait pas quelque chose. Pour le coup, lui, il faut vraiment qu'il arrête d'être un hikikomori, mais voilà. Bon voilà, tout ça, petite réflexion sur le message de l'œuvre, ce qui est vraiment, voilà. Dans l'absolu, je m'en fiche un peu, ça, moi, quand je lis un truc, je veux surtout l'histoire qui m'intéresse. Mais bon, pour être franc, vu à quel point le message n'est pas subtil, là, c'est vrai que je me sentais d'en parler, donc voilà. Donc NHK Yokoso, je vous le conseillerais pas plus qu'autre chose. Oh, est-ce que je viens de dire que je conseillais pas? Non, non, vous en faites pas, j'ai dit pas plus qu'autre chose. Non, pour l'instant, je suis assez mitigé là-dessus. Faudrait que je me lise le tome 2, 3, etc. et voir... c'est pas une série désagréable à lire, en tout cas, mais pas plus intéressante que ça, de mon point de vue. Après, je suis pas directement concerné dans l'absolu, mais bon. Bon, ensuite, My Hero Academia, volume 30 par Kohei Horikoshi, aux éditions Kiyun. Ah là là, je me demande quand est-ce qu'il va sortir, le tome 31. Et oui, le tome 31 en version collector. Et oui, je vous ai piégé, je l'avais depuis le début. Je savais quand est-ce qu'il sortait puisque je l'ai. Non, plus sérieusement, donc c'est la version collector. Donc je vous invite à ce qu'on y jette un oeil, hein, comme ça ce sera fait. Donc déjà, hop, My Hero Academia, Smash qui est dedans, qui est inclus avec. On va en parler juste après, donc je le laisse sur le côté, vu que c'est une autre série, hein, techniquement. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un stand acrylique. Alors un stand acrylique, moi je trouve que c'est une des meilleures récompenses possibles dans les collecteurs de manga ou en bonus d'achat ou quoi que ce soit. Dans le sens où c'est ce qui est de manière réaliste le plus proche d'une figurine qu'on puisse inclure en cadeau avec un manga. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire c'est presque une figurine version Paper Mario quoi, presque un stand acrylique dans l'absolu. Surtout que les grands en plus. Et je trouve que c'est assez cool comme cadeau en fait. Je pense qu'il devrait faire ça plus souvent, des stands acryliques. Parce que, bon, du coup moi je vais pas l'ouvrir, je vais le laisser dedans. Parce que j'ai déjà une figurine de Bakugo de toute façon. Mais, et autant que l'édition collector reste soudée. Mais c'est vraiment le genre de cadeau qui pour le coup aurait une utilité. Parce que pour être franc, les cartes postales, ou les ex-libris ou tout ce que vous voulez dans le style, le délire c'est que je trouve ça assez inutile dans l'absolu. C'est-à-dire que oui, ok, j'ai la carte postale qui est collector et tout, mais elle me sert vraiment à rien. C'est-à-dire je la regarde une fois, dans 2 ans quand je fouillerai dans mes mangas et que je voudrais rejeter un coup d'œil, je la re-regarderai, c'est tout. Après j'ai le plaisir de la voir et qu'elle soit un peu collector, c'est vrai, mais c'est vraiment genre des bouts de papier qui attendent. Alors que stand acrylique, je peux décorer ma bibliothèque avec, je peux faire des trucs, etc.
pour moi, c'est vraiment le genre de récompense qu'on devrait mettre plus souvent dans les collectors ou dans les trucs dans le genre. Les stands acryliques, c'est vraiment l'avenir pour moi. Moi dans l'absolu, je préférais même des toutes petites figurines, vous voyez, genre un peu format Crossmaster ou ce genre de truc. Ça rentrerait en vrai ça dans un manga. Genre on met une petite boîte collée au manga ou un truc comme ça, non? Vous trouvez pas? Ça, ce serait une vraie récompense de compète, quoi. Ça, ce serait vraiment super cool. Mais bon, connaissant les éditeurs, ils doubleront le prix. S'ils faisaient ça, ils doubleraient le prix des collectors, donc bon. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant du prix, pourquoi j'ai acheté cette collector? C'est peut-être la question qu'on se pose, parce que, à ma connaissance, vous ne m'avez jamais vu avec une collector dans les lectures du mois. Ce qui est assez dingue, quand même, quand on y pense, hein. Ça représente assez bien un truc dont je vais vous parler là justement. Alors en fait, mon rapport au collector est un peu spécial. C'est-à-dire que à une époque, il n'y avait pas autant de collectors qu'aujourd'hui. Hein. C'était clairement moins répandu. Aujourd'hui, il y en a une toutes les semaines ou un délire comme ça, ou toutes les 2 semaines, allez, on va dire. Et en plus, tout le monde veut se l'arracher à chaque fois, quand bien même personne n'a lu le manga, quoi. Mais à une époque, moi, les collectors, j'ai acheté, quand c'était une des séries que je suivais, bien entendu, systématiquement. Pourquoi? Bah parce que, quitte à avoir le manga, autant que j'ai la version qui sera plus dispo dans le commerce après ça, et qui en plus est un peu rare, et qui en plus a un petit bonus avec, et qui... Voilà. J'étais pas... Généralement, j'étais pas, même si, bon, je préfère toujours économiser un max, mais j'étais pas à quelques euros près pour avoir la version supérieure, donc autant prendre la version la plus rare, quoi. Et la plus cool, et la plus... tout ce que vous voulez. Et qui en plus fait un peu le message de ah, je suis fan, j'ai la version spéciale fan, quoi. Mais avec les années, un truc qui s'est produit, c'est que je me suis mis à lire de plus en plus de séries à la fois, et à arriver à un point où c'était juste pas jouable, en fait. Je me battais déjà pour pas prendre trop de retard sur mes séries, et prendre un tome qui coûtait 3 euros, 4 euros, même voire un peu plus, parfois plus cher, juste pour avoir une carte postale, une couverture alternative ou des délires comme ça, ça ne valait plus le coup à mes yeux. Donc je me suis mis à carrément, au final, hein, avec le recul, j'ai juste arrêté d'acheter des collectors en fait, parce qu'il n'y en a vraiment aucune que j'ai acheté entre celle-là et il y a plusieurs années. Hein. C'est dire. Et voilà, j'avais arrêté. Alors pourquoi je reprends pourquoi là j'en ai racheté une en l'occurrence? Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai, comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo ou celle d'avant, je sais plus, j'ai bien raccourci mes mangas de retard. Là je dois avoir peut-être je sais plus si c'est une dizaine ou une vingtaine de mangas de retard là que j'ai de nouveau. Mais c'est pas beaucoup par rapport à ce que j'avais avant. C'est pas beaucoup. Vraiment, genre j'étais à 70 avant de faire le ménage, quoi, dans mes retards. Donc ça va, quoi, c'est jouable. Et en plus, maintenant, je suis plus sur des retards à 3 tomes, je suis sur des retards à, pour l'instant, encore 1 tome et bientôt 2 tomes, mais ça se joue, quoi. Maintenant, je vais essayer de les acheter dès qu'il y a 2 tomes qui sortent, quand j'ai des retards importants, pour ne jamais retourner à 3 tomes, et que 3 tomes ce soit vraiment ma limite finale en cas d'urgence urgente, super urgente, vous voyez. Donc voilà, donc déjà, j'avais moins de pression, disons, sur les mangas de retard, juste après avoir fait le ménage là-dedans. Donc, je pouvais me permettre un petit écart de temps en temps de quelques euros pour avoir la collector. Mais c'est pas ça le truc décisif. Ça, c'est le petit bonus, le petit truc qui m'a poussé encore un peu pour me dire, allez, vas-y, prends-la. Mais le truc qui m'a fait définitivement choisir de prendre la collector, eh ben, c'est son prix, tout bêtement. Et surtout, son prix par rapport au contenu. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est que pour le tome 31 de My Hero Academia, plus le tome 1 de My Hero Academia Smash, plus le stand acrylique et la carte postale, et la couverture alternative, et le petit boîtier où on met tout dedans, quoi, ça coûtait un truc aux alentours de 13-14 euros, je crois.
peut-être 15, non 13-14 je pense, un truc, enfin, en gros c'était le prix des deux mangas en fait. C'était le prix des deux mangas plus peut-être 1 euro on va dire. Et du coup là ça valait le coup. Parce que quitte à m'acheter les deux mangas séparément, bah non. Si je peux les avoir ensemble, et la version collector un peu rare, un peu fun, un peu, je pourrais dire que j'étais là à ce moment-là, quoi, c'est carrément mieux, quoi. Donc là, c'est une collector qui valait vraiment le coup. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je m'étais un peu détourné des collectors, My Hero Academia notamment, mais toutes les collectors, comme je vous ai dit. Parce que la seule collector que j'avais de My Hero Academia, en fait, c'était la 7. Donc vous voyez, ça c'est à l'époque où j'achetais systématiquement les collectors, par exemple. Et vous voyez, dans la 7, il y a quoi? Il y a 2 badges et le manga couverture alternative. Sauf que, voilà, il est là mon problème. Moi, 2 badges pour... là c'est marqué en dessous, c'est 9 quelque chose le tome 7 version collector. Voilà, pour 3 euros de plus, donc à peu près la moitié d'un manga on va dire. Donc 3 euros de plus, 2 badges. C'est pas exorbitant comme prix pour ce genre de bonus on va dire. Mais les badges, j'en fais pas grand chose quoi. Comme je vous ai dit, les badges Pokémon là. Bon là c'est des badges magnétiques, c'est pas des badges qui se mettent sur les vêtements, mais ça revient même quoi presque. Les badges Pokémon là, je vais les garder dans leur emballage. Je vais rien en faire. Et pareil pour ceux de My Hero Academia, je les ai laissés dans la boîte. Du coup, voilà, je m'étais détourné de toutes ces collectors. Et là, le fait que bah ce soit ça vaille le coup premier degré quoi. J'ai le manga My Hero Academia 31, le manga My Hero Academia Smash 1 pour à peu près le même prix que si je les avais achetés séparément. Sauf qu'en plus, j'ai le stand acrylique, j'ai la petite carte postale, j'ai la boîte, j'ai la couverture alternative. Ça, c'est une vraie bonne collector pour moi. Ça, c'est une collector qui vaut le coup. Moi, je veux pas payer 3 euros pour des badges ou des stands acryliques ou des cartes postales. Moi, je veux payer à peu près le même prix que normalement et avoir des petits bonus. Donc voilà, moi si toutes les collectors coûtaient genre 1 euro de plus pour 2 badges, là je dis pas, là je recommencerai à toutes les acheter. Mais bon, du coup, voir cette collector qui vaut le coup, ça m'a vraiment motivé à l'acheter parce que, bah, tout simplement, je l'aurais acheté, j'aurais dépensé à peu près la même somme de toute façon en fait. J'aurais acheté le tome 31 et le tome 1 de Smash, donc autant les acheter en même temps et avoir le mieux quoi. Mais du coup, je me suis amusé à regarder la collector d'avant, donc celle du tome 30 je suppose, donc celui-ci. Et je me suis rendu compte que celle-là aussi en fait elle valait le coup. Parce que c'était le tome 30 plus le tome 5 du roman. À peu près le même prix que les deux. Et ben, pareil, le fait qu'ils mettent des prix spécifiques à chaque collector et pas qu'ils prennent un prix standard et qu'ils en profitent quand ça vaut pas le coup, quoi. J'ai trouvé ça cool aussi. Parce qu'ils auraient pu mettre le même prix pour toutes les collectors et puis le jour où les bonus sont moins bien, bah tant pis pour toi, quoi. Mais là, j'ai trouvé que le choix volontaire de faire en sorte que t'en aies pour ton argent, quoi, j'ai trouvé ça cool. Du coup, vraiment, les collecteurs de My Hero Academia sont remontés dans mon estime et j'ai regretté, pour le coup, de ne pas avoir pris celle du 30 parce que là, je l'ai dans ma pile de lecture, là, le tome 5 du roman My Hero Academia. Et j'aurais pu l'acheter en même temps que le tome 30 pour le prix normal et repartir et avoir la collector, quoi. Donc voilà. C'est ça le délire, c'est que les collectors... moi, en fait, pour être franc, les bonus ne me font pas vibrer, quoi. Les bonus, je suis content de les avoir, pour de vrai, hein, content, mais content quand je l'ouvre, puis je le range, et après, bah, je suis juste content de le voir dans mon étagère, quoi. Donc, voilà. Là, par exemple, vous voyez, la collector du tome 32, qui, au moment où je vous parle, n'est pas encore sortie, je crois qu'elle sort demain. J'hésite à la prendre pour tout vous dire. Parce que dedans il y a My Hero Academia R je crois, qui est une sorte de petit livret bonus. Et elle coûte à peu près le même prix que ça. Je crois. La collector du tome 32. Et je dois vous avouer qu'il y a un petit livret bonus, donc un petit livre quoi. Une sorte de...
petits mangas en plus, quoi. Ça vaut plus le coup à mes yeux que 2 badges, ou qu'une carte postale, ou qu'un stand acrylique, ou qu'un poster, ou que ce genre de truc. Donc, mais j'hésite quand même parce que ça reste quelques euros que je pourrais pas dépenser dans un autre manga. Bon voilà, ça n'est même pas avec le sujet. On est parti sur la collector du tome 7, la collector du tome 32, tout ça parce qu'on parlait de celle du tome 30-31. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça m'a quand même redonné un tout petit peu goût au collector, donc peut-être que vous reverrez des collectors à l'avenir sur la chaîne. Je vous avoue que j'hésite pas mal à m'acheter la collector du tome, je sais plus combien, de moi quand je me réincarne en slime. Parce qu'il y a une collector qui va sortir où genre, le tome est rouge, donc ça je trouve ça cool. Vous voyez, la couverture alternative qui est vraiment cool et qui dénote vraiment des tomes habituels qui sont d'un bleu tout à fait bleuté. Et en plus avec le bonus, c'est un petit peu plus original que des cartes postales, des trucs comme ça, c'est une plaque en métal. Alors je vais pas en faire grand chose non plus, mais il y a moyen de la fixer quelque part avec un aimant ou ce genre de truc, une plaque en métal. Ça a ce côté solide, ce côté qui fait que c'est pas un bout de papier que j'ai peur de perdre, quoi, vous voyez. Donc je sais pas, j'hésite pour les collectors, mais n'empêche, ce qui me fait hésiter, c'est cette collector-ci. Parce que j'aurais même pas pris la peine d'y réfléchir si j'avais pas repris, entre guillemets, les collectors grâce à celle-ci. Donc, franchement, très beau boulot Ki-hoon pour cette collector de My Hero Academia, tome 31. On va peut-être pouvoir parler enfin du vrai, des vrais tomes quand même, parce que là on a parlé de la collector pendant 30 ans, donc allons-y. Donc concernant l'histoire, elle avance, et on a fini en gros l'arc très intense qui était en cours, où il se passait des choses très très graves et très très importantes et tout et tout. Je me demande même si c'est pas... Je crois que j'ai l'impression d'avoir utilisé beaucoup cette expression à propos de beaucoup de séries, mais je vais la ressortir. Je me demande même si c'est pas le Marineford de My Hero Academia. L'arc qui vient de se finir là. Donc je rentre pas dans les spoilers, hein, mais je me demande. Parce que c'est un gros arc qui avait des grosses conséquences, avec un peu tout le monde qui se battait. Franchement, il y a un moyen que ce soit le Marineford de My Hero Academia. C'est-à-dire le gros arc du milieu où il se passe des gros trucs de malade. Et ça veut dire qu'on serait à peu près à la moitié du manga. Si le manga fait une 60aine de tomes, on serait pas loin de trucs comme Fairy Tail par exemple, ce qui paraît plausible pour un manga comme My Hero Academia. Donc franchement, My Hero Academia ça en est encore sous le pied je pense. Mais le problème de My Hero Academia qui est toujours là pour moi et qui j'ai l'impression ne disparaîtra jamais totalement, même si j'avoue que ça a beaucoup moins affecté ma lecture que ça a pu le faire par le passé, c'est les alternances de rythme et les alternances d'enjeux. Il y a vraiment un problème, je trouve, avec ce manga, pour savoir quand est-ce qu'il faut être joyeux, quand est-ce qu'il faut être grave, quand est-ce qu'il faut... à quelle intensité, pendant combien de temps. Parce que là, on sort d'un arc avec des très gros enjeux, d'un arc très sérieux, d'un arc où, toujours sans dire qui, comment, pourquoi, ou même si c'est vraiment le cas, qui pourrait s'avérer mortel. Et pourtant, après avoir traversé cet arc tout du long, après avoir été sous pression tout le long de la lecture, le moment de décompression, à la fin de l'arc, je trouve, n'est pas suffisamment appuyé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de respirer, en fait, j'ai l'impression. Et ça, c'est un problème, vraiment, Koji Horikoshi, dans son manga, je trouve que par le moment, on a trop le temps de respirer, c'est-à-dire, on est vraiment sur des trucs triviaux, donc des entraînements entre classes, ce genre de choses, vous voyez, vraiment, genre, ils sont à l'école et puis ils font un examen, quoi, ce qui n'a pas énormément d'intérêt scénaristiquement parlant, et surtout pas énormément d'enjeux, même si... J'admettrai qu'il y a des enjeux en arrière-plan, des trucs qui se passent et tout, hein, je dis pas qu'il se passe rien. Mais on est sur des trucs très légers, quoi, vraiment, ils risquent pas leur vie, ils risquent à peine de se blesser. Vu qu'il y a Rico Verugirl à côté, même pas, quoi. Donc, dans ces arcs très très légers et où il y a vraiment pas beaucoup d'enjeux, on respire un peu trop. C'est-à-dire, ça peut même provoquer l'ennui ou si ça dure trop longtemps. Et à contrario, dans ces arcs, et ça c'est un problème que j'avais depuis le début, mais qui s'accentue à certains arcs spécifiques,
on a des arcs qui sont excessivement sérieux, excessivement graves, et où l'enjeu est excessivement grand, parce qu'ils sont attaqués par des vrais super vilains qui veulent les tuer, certes, mais ces deux types d'arcs, c'est pas forcément un problème en soi, mais là, il y a un problème, il y a à plusieurs reprises dans le manga eu des problèmes entre l'alternance des arcs. C'est-à-dire que la logique voudrait que on alterne de manière un peu naturelle un gros arc très stressant, très oh là là, un petit arc plus léger pour décompresser. Un gros arc parce que les méchants y reviennent, oh là là, un petit arc plus pour décompresser. Un gros arc et un petit arc pour décompresser. Ou ça c'est mon découpage là que je viens d'inventer comme ça. En étant un mangaka chevronné comme Koji Horikoshi, il y a sans doute moyen de faire passer ça avec des alternances un peu plus subtiles, hein, peut-être un peu plus innovatrices. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est assez raté en fait dans le manga de manière globale. C'est-à-dire que on part souvent, on alterne des arcs graves beaucoup trop rapidement. On passe pas assez de temps à la fin des arcs graves sur des moments de décompression. Et on repart direct sur du grave. Et ça, je trouve que c'est étouffant pour le lecteur au bout d'un moment. Te faire sentir la tension et le sérieux de la situation, c'est très bien joué. Ça je dis pas. C'est l'objectif clairement et c'est très bien fait. Mais une fois que tout a été ressenti et que on doit passer à autre chose, l'idée normalement c'est quand même de faire un peu respirer ton lecteur pour qu'il puisse justement passer à autre chose en toute sérénité. Et même si ce autre chose est grave aussi, hein, y a moyen d'alterner un peu mieux les trucs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, après cet arc, donc il y a un petit moment, hein, je dis pas qu'il y en a pas, il y a un petit moment de décompression, on va dire, après à la fin de l'arc, quoi. C'est genre, ils font un peu le bilan, oh là là, il s'est passé ça, oh là là, je suis dans un sale état, oh là là, dans le futur il risque de se passer ça, oh là là, il y a les méchants qui complotent, tout ça. Vous voyez, il y a cette étape de décompression, si vous voulez, dans l'absolu. Mais elle est extrêmement grave et extrêmement sérieuse. En fait, on passe le gros de l'étape de décompression à appréhender le futur, en fait. C'est-à-dire, le moment où tu es censé peut-être souffler un peu, et ben, tu souffles pas tellement parce que tous les personnages sont en mode oh là là, le méchant, il est encore plus fort, pendant qu'on parle, vite... pourquoi j'ai un accent, allons me préparer des choses pour les battre. Vous voyez, ça passe, c'est un délire quoi. Pour moi, il n'y a pas assez de moments de respiration. Et c'est un peu frustrant, et en plus l'arc qui enchaîne après, enfin, le début en tout cas, l'introduction de l'arc qui risque d'arriver là, nous le fait aussi de manière assez grave, parce que bon, il y a un gros choix qui se fait de la part d'un personnage, je vais pas entrer dans les détails. Et voilà, pour moi, il manque ce petit moment de... il devrait durer plus que deux pages, quoi. Le moment où juste ils décompressent, vous voyez, où ils rigolent entre eux, ils sont en mode, oh là là, on a réussi quand même, fou, heureusement, voyez. Il y a un peu ça, mais il n'y a pas assez, il n'y a pas... Voilà, j'ai un petit sentiment de... on n'a pas conclu l'histoire quoi à la fin de l'arc. On n'a pas conclu l'histoire de... On n'a pas conclu ce pan du scénario alors qu'on a fini l'arc. C'est j'ai ce sentiment de ah, il manque le point final, il manque le moment où tu te dis ok, c'est bon, ce truc là c'était intense, c'est terminé. Plus tard ce sera sans doute intense, mais pour le moment préparons-nous, soyons entre nous, amusons-nous un peu, voilà. Et voilà, c'est un peu... je me rends compte que je suis très critique, je dois paraître très critique dans la façon dont je vous l'exprime, ce problème que j'ai avec My Hero Academia. C'est pas rédhibitoire, c'est un truc que j'ai ressenti, c'est la manière dont je perçois l'histoire pour le moment, mais ça reste quand même un caillou dans ta chaussure, je trouve, tout le long de l'histoire. Alors après, est-ce que peut-être en ayant le recul et en me relisant tout, je trouverais pas ça justement mieux. Parce qu'on pourrait se dire que le fait qu'il n'y ait pas le point final, le moment où tu dis fou, cet arc est terminé, on souffle un peu,
est-ce que ça pourrait pas servir la continuité de l'intrigue quand tu lis tout à la suite? Peut-être. Ça peut peut-être jouer. Faudra que je vous le dise si un jour je relis tout à la suite. Mais là, de la manière dont je le lis, en tout cas, ça, c'est pas satisfaisant, je trouve. Bon, après, voilà, ça reste du ressenti, ça reste assez vague, hein, je le conçois. Mais voilà, je sais que je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes avec le rythme de My Hero Academia. Souvent, les gens ont plutôt des problèmes avec les parties School Life parce qu'ils s'ennuient un peu. Voilà, moi, ça me fait ça un peu pour toutes les parties. Sans pour autant être rédhibitoire, encore une fois, mais bon. Bon, voilà. Très critique, hein, très critique ce coup-ci, mais ça reste important à dire. Donc voilà, on va passer au prochain manga. Vous savez déjà quel c'est normalement. Et voilà le prochain manga en question, donc par Hirofumi Neda, bien sûr sur un concept original de Koei Horikoshi et chez Kiun. Donc My Hero Academia Smash, c'est le Yonkoma qui reprend en gros l'histoire de My Hero Academia, mais de manière humoristique dans le format Yonkoma bien connu, donc 4 cases. C'est une histoire plutôt sympathique, c'est l'histoire de My Hero Academia, hein, donc c'est pas vraiment pour l'histoire qu'on lit, c'est surtout pour le côté parodique, le côté comédie. Ça passe bien, je trouve, il y a des choix qui sont faits qui sont des blagues plutôt intéressantes. C'est typiquement le genre de... Si vous voulez, c'est un peu une version manga. Alors, mieux ou moins bien, ça dépend, je suppose que ça dépend de votre humour, mais c'est un peu une version manga de... tout ce qui pourrait être série abrégée, vous voyez, dans l'absolu. C'est vraiment, on reprend la même histoire, mais en partant sur des délires par moment. Bon, après, forcément, c'est un peu moins irrévérencieux et un peu moins amateur, on dira, que les séries abrégées ou ce genre de truc. Hein. Ça reste du officiel, ça reste du bon enfant et tout, mais voilà, on est sur une parodie sympathique. J'étais assez content de voir que ça sortait parce qu'en fait c'est le genre de manga que je voyais constamment passer quand je regardais les mangas My Hero Academia et je me demandais mais est-ce qu'il va sortir en France un de ces jours celui-là? Et oui, il est sorti, donc c'est une bonne chose dans l'absolu. Je suis totalement pour qu'on ait le plus de mangas possible en France, surtout de licences qui sont déjà en place. Donc c'est cool qu'ils aient pas fait l'impasse dessus, parce qu'ils pourraient, vu que ça fait... Ils auraient pu se dire que, bon, on n'est plus trop vers la hype... Enfin si, il y a encore de la hype pour My Hero Academia, mais on n'est plus dans la hype des débuts, quoi. Donc peut-être que refaire le début, et etc. En Yonkoma, bon, ça serait peut-être pas plu au public français. Mais je suis content qu'ils aient tenté le coup, et j'espère que ça marchera bien. Voilà, pas grand chose à rajouter, hein. Ça reste un Yonkoma, ça reste de la comédie. En plus, il n'y a pas vraiment de scénario, du coup, si ce n'est le scénario de My Hero Academia. Donc à part si je vous raconte les blagues, là, j'ai pas grand chose à vous rajouter. Voilà, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil, surtout si vous vous y connaissez en My Hero Academia et que vous avez en tête le déroulement standard de l'histoire. À mon avis, la comparaison doit faire très drôle. Enfin, à mon avis, j'ai pu comparer moi-même, étant donné que je suis un lecteur de My Hero Academia, mais moi, ma mémoire est peut-être pas la plus fraîche possible. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment à fond dans My Hero Academia, comme moi je serais à fond dans One Piece ou Fairy Tail. Je pense que vous devez vraiment avoir toutes les subtilités des blagues et tous les... et avoir en tête la comparaison avec le moment original, quoi, et vous dire ils ont bien joué là, parce que c'est en fait c'est une parodie intelligente, parce que voilà, il y a tel détail que tu peux remarquer, que si, voilà... Bon, voilà, c'est peut-être pas mon cas à moi, ça. Bon. on va passer au manga suivant. Ah, quoique, avant de passer au manga suivant, petit mot rapide sur le fait que les deux tomes soient dans la même collector. C'est très cool pour le prix et pour que ça vaille le coup. Par contre, le problème que ça pose, c'est que maintenant, comment je suis censé faire dans ma collection? Non, parce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai une autre collector où il y a deux tomes, genre où il y a le tome d'un manga en plein milieu et le tome 1 d'un autre manga qui est lié. C'est World's End Harem et World's End Harem Fantasy. Et en fait, ce genre de truc, ça pose quand même problème dans les étagères, parce que du coup, soit je suis obligé de mettre mon tome 31 à la fin des My Hero Academia, ce qui n'aura pas de sens quand il y en aura 63, quoi, des My Hero Academia, pour ensuite derrière mettre tous les tomes de Smash, quoi. Ou alors, je fais comme ce que je vais probablement faire, je mets le tome 31 à sa place, mais du coup, il y aura le tome 1 entre le tome 31 et le tome 2 de My Hero Academia Smash, et du coup, dans le coin des My Hero Academia Smash, et ben, il manquera le 1. Ça c'est un peu dommage. C'est un peu faudrait peut-être penser à ça pour les prochaines collectors dans ce style, les éditeurs.
Bon, je vois pas de vraie solution en finale, mais quoique, imaginons par exemple une boîte où il y aurait une paroi au milieu et qui pourrait se scratcher, vous voyez, puis hop, on met les deux où leur placer dans l'étagère. Bon, après voilà, c'est des idées comme ça. Je vais pas tergiverser 30 ans là-dessus parce que j'avais terminé, je me suis dit que j'allais faire un aparté. J'ai pas envie de repartir pour 2 heures, surtout que j'en ai déjà beaucoup parlé de My Hero Academia pour l'instant. Et c'est pas fini. Bon, franchement, j'espère que ça vous intéresse, My Hero Academia, parce qu'on n'a pas fini. Hein. Donc, My Hero Academia Illegals Vigilante, tome 12 et 13 aux éditions Kiun, par Hideyuki Furuhashi pour le scénario, le dessin par Betancourt, et l'œuvre originale par Koya Horikoshi. Donc, Vigilant My Hero Academia, spin-off que j'aime beaucoup, qui, visiblement, s'approche de sa fin. Parce que, déjà, dans le développement des personnages et de l'intrigue, ça se voit qu'on s'approche vraiment du dénouement. Et en plus de ça, les intentions des auteurs sont assez transparentes, j'ai l'impression. Donc, très intéressé de voir comment ça va finir. Surtout assez intéressé de voir toutes les thématiques qui vraiment ont été abordées dès le début. Parce que c'est vrai que ça s'appelle Vigilant My Hero Academia Illegals, mais par exemple... jusque-là, ils n'avaient pas vraiment eu de problème avec la illégalité. Ils se faisaient même aider de super-héros régulièrement. Alors que là, on commence, sans trop rentrer dans les détails, à avoir des problèmes un peu avec la loi, etc., etc. Donc on sent que toutes les thématiques vont commencer à être traitées. Et voilà, moi je suis assez pressé en fait de voir l'épilogue, pour tout vous dire. Moi je veux voir des bébés pop. Et que ce soit vous voyez l'épisode classique quoi, genre le héros et l'héroïne ils se marient, ils ont des enfants, etc. Peut-être qu'ils quittent le monde de l'héroïsme. À mon avis ils vont faire ça, parce que je les vois mal être des hors-la-loi toute leur vie ou ce genre de délire. Ou alors ils vont devenir des héros officiels, on sait pas. Voilà, j'ai envie de voir ce dénouement, j'ai envie de voir comment leur vie va évoluer, surtout qu'il y a un côté très vous voyez, on n'est pas sur Izuku qui est un adolescent qui entre au lycée, etc. Il y avait vraiment un côté un peu plus jeune adulte dans cette série, qui fait que j'ai envie de voir en fait comment leur vie vont finir par se goupiller à tous nos personnages qu'on a pu rencontrer. Donc très intéressé par la façon dont se développe cette histoire, et très intéressé de voir la future fin. Et oui, je vous l'avais dit, hein, j'avais pas menti, hein, on n'a pas fini. Enfin là, du coup, on va finir. Enfin, My Hero Academia Team Up Mission volume 2 par Yoko Akiyama pour le manga, et le concept original par Koei Horikoshi. Alors, ouais, donc, encore une fois, c'était vraiment pas une blague, quoi. on est resté longtemps, quoi, sur My Hero Academia. Hein. J'espère que ça vous intéresse, franchement. Mais pour tout vous dire, même avant de me lire, parce que moi j'ai lu à la suite tout ce que vous venez de voir sur My Hero Academia, je me suis fait une semaine My Hero Academia en fait si vous voulez. Mais en plus de ça, en préparation, je me suis dit que j'allais me regarder un petit peu la saison 2 de l'animé. Donc vraiment moi j'ai eu une semaine My Hero Academia précédée d'un visionnage de la saison 2 de l'animé. C'était vraiment My Hero Academia tout le temps quoi. Heureusement que j'aime bien. Donc vous plaignez pas si vous trouvez que je parle trop de My Hero Academia dans cette vidéo, parce que vous avez rien vu par rapport à ce que moi j'ai vécu. Du coup, Team Up Mission, contre toute attente, j'ai des trucs à dire là-dessus, parce que le tome 1, j'avais une impression assez ouais, c'est un peu random quoi. Pour le tome 1, je le trouvais un peu inutile. Alors je comprends le concept derrière, parce que les team-up c'est un truc qui se fait dans les comics, qui se faisait pas mal à une époque. Genre Hulk et Wolverine font équipe dans ce numéro de X-Men. Vous voyez ce genre de truc. Et du coup c'était un peu cool d'avoir qui reprennent l'idée, mais dans les faits c'est assez c'était spin-off pour fans quoi, mais pour gros fans. Un peu à l'instar d'un Fairy Tail Blue Mistral, vous voyez, qui n'est intéressant que si t'es un fan de Fairy Tail et que tu veux voir Wendy faire des trucs quoi. Sinon même en tant que shoujo ça vaut pas spécialement le coup. Fairy Tail Blue Mistral, bah là c'est un peu pareil. My Hero Academia Team Up Mission, c'est cool quand t'es fan de Fairy Tail, cool quand t'es fan de My Hero Academia comme moi, mais pas transcendant quoi, et du coup tu t'ennuies un petit peu, surtout que c'est clairement pas canon, parce que il rencontre Hawk dans le premier tome, et il rencontre aussi Hawk dans le manga normal, donc il y a forcément un des deux qui est pas canon, et c'est forcément Team Up Mission.
Donc voilà, il y avait ce côté c'est pas canon, ce côté c'est un peu random, ce côté faut être vraiment fan pour apprécier pleinement, qui faisait que j'étais pas trop emballé. Pour tout vous dire, s'il y avait eu plus de tomes ou qui sortaient plus régulièrement ou je ne sais quoi, c'est pas exclu que j'aurais peut-être abandonné Team Up Mission. Donc bon. Mais, je vais être franc, ce tome 2 m'a plutôt plu. Et en fait, j'apprécie un truc, c'est que j'ai l'impression... Alors c'est peut-être moi qui avait mal, qui ai des mauvais souvenirs ou qui avait mal compris le concept, mais on est d'accord que Team Up Mission, à la base c'était censé être... Genre l'histoire c'était censé être des duos qui... Des duos un peu inédits qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui font des missions. C'est ça le délire à la base, non? Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné le concept de duo, et qu'ils ont aussi un peu abandonné le concept de mission. C'est-à-dire qu'en fait... Enfin, ils ont pas abandonné les missions en soi, mais genre les missions sont beaucoup plus diversifiées, on est sur des trucs un peu plus originaux, genre il y a un moment ils vont faire des nouilles, et c'était même pas ça leur mission en fait, c'est genre ils se sont trompés, ou il y a un moment ils vont faire un spectacle de super-héros, enfin, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus libre et beaucoup plus intéressant ce tome-ci. Pareil, c'est pas que des duos, il y a des quatuors, des trios, des trucs comme ça. Voilà, alors après, encore une fois, peut-être que c'est juste moi qui ai des mauvais souvenirs ou qui ai mal compris le concept du premier tome, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt dans celui-ci. Même si ça reste du spin-off pour fans, je suis fan dans l'absolu. Donc j'ai passé un bon moment, franchement, devant. Et maintenant je suis un peu curieux de voir la suite, dans quelle direction ça va partir. On poursuit avec le manga suivant, donc Classroom for Heroes aux éditions Doki Doki par Shin Araki pour l'œuvre originale, par Kohara Kishida pour le dessin et Haruyuki Morisawa pour le character design. Donc Classroom for Heroes, série que j'aime beaucoup. Donc on a ici les tomes 9, 10, 11 et 12. Donc on a... Ouh là là. Il a failli se faire mal celui-là, hop. Donc on a 4 tomes. C'est toujours très sympa Classroom for Heroes. Ça n'hésite pas à partir assez loin, tout en gardant toujours ce même ADN qui rend la série très très sympathique à suivre. Juste petite remarque. À un moment, je dirais peut-être le tome 10 et 11. En tout cas le tome 11 est concerné, ça je le sais, ça se voit sur la couverture. Je trouve que le personnage principal est peut-être un petit peu off-character. Alors c'est quelque chose d'assez difficile à définir parce que dans la vraie vie, les gens ne sont pas des caricatures. Ce que j'entends par là, c'est que dans la vraie vie, t'as beau avoir un ami que tu reconnais comme étant très gentil la plupart du temps, il sera pas quelqu'un d'autre si un jour il s'énerve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la vraie vie, les gens ne sont pas des caricatures et par conséquent, tu peux pas être off-character dans la vraie vie. Ce qui fait que le concept même de off-character d'un personnage qui n'est pas lui-même, entre guillemets, enfin qui est un peu hors du perso, quoi, est un peu spécial, je trouve. Personnellement, c'est un truc auquel j'adhère pas trop. Quand on dit qu'un personnage est off-character dans tel ou tel œuvre, genre si tu me dis c'est un exemple bidon, hein, j'ai pas vu Dragon Ball GT, mais si tu me dis Goku il est off-character dans Dragon Ball GT, c'est nul comme suite, etc. D'ailleurs, meilleur exemple, c'est un exemple que les gens ont vraiment donné ça. Dans Super, il y a beaucoup de gens qui trouvent que Goku est plus dans le personnage, que Goku n'est plus lui-même, que c'est devenu une caricature de lui-même, et que c'est plus le même personnage, quoi. Et c'est le genre de remarque qui, comme j'ai dit, du coup, est assez spécial parce que dans la vraie vie, encore une fois, personne n'est juste un set de caractéristiques psychologiques et puis c'est tout, quoi. On peut tous avoir, selon les moments, selon les circonstances, selon notre humeur, selon des trucs random des fois, différentes réactions, différentes façon de voir les choses, etc. Et du coup, dire qu'un personnage n'est plus lui-même, c'est un peu spécial quand même, je trouve. Ceci dit, il faut quand même avouer que les personnages sont généralement écrits de manière beaucoup moins complexe que des vrais humains, et donc, de manière générale, c'est vrai que quand un personnage ne se comporte pas comme on s'attendrait à ce qu'il se comporte, c'est généralement plus l'auteur qui a mal géré son développement que le perso qui essaye d'être réaliste. Et donc, pour le coup, je trouve qu'à un moment,
un passage de l'histoire, il devient jaloux, notre protagoniste, d'un autre personnage qui va se marier avec elle. Et du coup, je trouve ça un peu off character dans le sens où jusqu'ici, c'était clairement établi qu'il n'en avait rien à faire, ou alors qu'il savait même pas de tout ce qui est histoire d'amour et tout. C'est pour ça que c'est un harem où le héros il comprend pas que tout le monde est amoureux de lui. C'est parce que il était totalement oblivious au truc. Vous voyez, genre il capte pas le gars, il a 6 ans d'âge mental. Et du coup, tout un arc où justement un des points principaux c'est qu'il est jaloux. Je trouvais ça un peu brusque comme changement de caractère. D'autant plus que ça coïncide à peu près avec un moment où je trouve que le style graphique du dessin était un peu changeant. Du coup, on se retrouve avec un style graphique légèrement différent et un personnage qui change un petit peu. Ça donne presque l'impression qu'il y a eu un revirement au niveau de ce que voulait faire de ce qu'il voulait faire du personnage, quoi. Et c'est assez spécial. Alors après, c'est pas gênant, c'est que pour un arc, c'est pas, et il devient pas jaloux maladivement de tout, de n'importe quoi. C'est juste pour elle qui est clairement l'héroïne. Bon bah, s'il veut être jaloux du gars qui va se marier avec, ok, ça fait, ok, on comprend. De toute façon, c'est l'héroïne, mais voilà quoi. Du coup, voilà, petit passage un peu spécial, et comme j'ai dit, l'art style, le style graphique qui change un petit peu. C'est quand même une série très très solide, je trouve, et qui est toujours très agréable à suivre, qui n'arrête pas de s'étendre. En fait, l'arc qui est en cours là en ce moment est très très intéressant, je trouve, et je suis très curieux de voir jusqu'où ça va nous amener. Vraiment un super manga, Classroom for Heroes. Donc, le voici, c'est le dernier manga de cette vidéo, ce sont les tomes 3 et 4 de Demon Tune par Yuki Kodama. Yuki Kodama qui est l'auteur de Bloodlad. J'ai été très surpris, je vous avoue, de constater qu'il n'y avait que 4 tomes. En fait, je m'en suis rendu compte un jour où je cherchais je regardais un peu dans toutes mes séries en cours, lesquelles étaient bientôt finies pour savoir à peu près combien de séries en cours j'avais encore. Et à ce moment-là, j'étais très surpris de me rendre compte que Demon Tune, au Japon, c'était fini en 4 tomes. Et du coup, après, les tomes 3 et 4 sont effectivement sortis. Et là, je les ai achetés et je les ai lus. Alors, le truc, c'est que ça doit être une série courte, ce qui est un peu dommage. Parce que généralement, qui dit série courte dit série qui a un peu floppé dans le monde de la publication japonaise. Mais il n'empêche que pour une série qui s'est potentiellement écourtée de ce qui était prévu à la base, c'était quand même pas un mauvais choix en soi, parce que c'est une série qui était sur une storyline quand même assez compacte et assez auto-centré, vous voyez. Il n'y avait pas de on va partir à l'aventure, il n'y avait pas il y a 6 grands méchants à abattre et tout ça. Il n'y avait rien à rusher en fait. Il y avait juste cette petite histoire dans la ville, le mystère est élucidé, les méchants sont battus, etc. Et puis voilà, l'affaire est close en fait. Donc, le fait que ce soit une série qui soit terminée aussi vite, c'est pas aussi dramatique qu'on pourrait le penser, vu que c'était une série qui s'y prêtait plutôt bien à être courte en fait, de par son concept. Cela dit, je pense que peut-être qu'il y avait dans les cartons de quoi faire 5 arcs supplémentaires qui se passeraient ailleurs ou qui développeraient des éléments à peine mentionnés jusque-là. Hein. Mais toujours est-il que c'est une série qui, de manière, si on l'a, qui sur 4 tomes se vaut bien et t'as pas l'impression que c'est rushé, t'as pas l'impression que c'est trop long. C'est vraiment une série qui ne perd pas de son intérêt en n'ayant que 4 tomes en fait. Elle aurait peut-être pu en gagner en ayant plus de tomes, mais elle en a pas perdu en ne faisant que 4 tomes. Il y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Ce qui est plutôt cool. Du coup, peut-être quand même un peu dommage pour l'auteur de Bloodlad si jamais c'était vraiment pas volontaire que ça fasse que 4 tomes. Je suis quand même sacrément content d'avoir pu lire ça, surtout que c'était une très bonne surprise quand j'ai découvert. Vraiment, je m'y fais plus quoi. Genre, je passe dans un rayon, je vois ce truc-là, je savais même pas que ça existait quoi. Et ça m'arrive vraiment rarement ce genre de choses de nos jours. Hein. Encore à une époque, ouais, à une époque, je découvrais des trucs tous les jours. Mais là, vraiment, maintenant, vu que je suis l'actualité très régulièrement des sorties, des trucs comme ça, c'est vraiment rare que ce genre de truc passe sous mes radars.
Et vraiment excellente surprise. En plus ça s'avérait être une série plutôt courte, donc du coup au final ça n'a pas pesé tant que ça sur mon budget comme surprise. Vraiment Demon Tune, je pense que c'est une série très sympathique, et le fait que ce soit court, si vous voulez vous lancer peut-être imaginons Bloodlad, vous savez pas si ça va vous plaire mais vous hésitez à vous lancer, peut-être tester Demon Tune avant. C'est pas exactement la même chose niveau ton, mais niveau style de dessin par exemple, on retrouve le trait très joli je trouve de Yuki Kodama, donc une série à essayer je pense. Bon bah voilà, c'est lui le coup de cœur du mois, c'est Fairy Tail la grande aventure d'Happy. Je vous ai vanté à quel point c'était fantastique, et donc pour la dernière fois dans ces vidéos lecture du mois, à part si je le relis mais ce sera dans plusieurs années à mon avis, je vous invite très très fort à lui laisser sa chance. Si vous avez la moindre affinité avec Fairy Tail, profitez de cette affinité pour vous lancer dans Fairy Tail la grande aventure de Happy. Il n'y a pas grand rapport avec Fairy Tail, mais c'est une série qui vaut vraiment le coup en elle-même, de par son développement dans le scénario, et vraiment il se passe des trucs fantastiques. Je vous le conseille donc pour la dernière fois, vraiment coup de cœur du mois. Bon, voilà ce qu'il en est pour cette lecture manga du mois de mars 2022. Je m'excuse d'avance si là, pendant la séquence de fin, vous entendez une musique en fond, c'est que les voisins écoutent de la musique depuis tout à l'heure, j'ai dû interrompre plusieurs fois le tournage, c'est infernal. Mais voilà, donc, vu que là c'est la fin, c'est un peu le bilan, c'est un peu tranquille, je me suis dit, s'il y a une musique de fond, ça va tuer personne. J'espère que vous l'entendez pas dans l'absolu, c'est pas impossible que ça se capte pas, ce soit pas assez fort pour se capter à la caméra, j'espère en tout cas. Donc quoi qu'il en soit, c'était une lecture de ce mois-ci plutôt intense, hein, plutôt grande, il y a pas mal de trucs, notamment parce qu'il y a deux blocs entre guillemets je dirais. Il y avait le bloc My Hero Academia et le bloc Hiromashima qui font au moins la moitié là, de mes lectures du mois, donc il y avait un peu des thématiques, c'était un peu sympa, même si c'est bien quand même la diversité. Vous voyez, si j'avais eu, genre imaginons un mois entier que My Hero Academia, ça pourrait vite être lassant, à part si c'est bien sûr une relecture de My Hero Academia, mais vous voyez, mais c'est quand même sympa d'avoir des petites thématiques, des petits blocs comme ça qui se répondent entre eux. Donc je vois que ma batterie va mourir, donc donc je vais pas tergiverser, je vous dis au revoir, c'était Japanman, à plus, au mois prochain.